Là aussi, c'est pareil. Pendant 1 mois, c'est pareil. Pendant 6 mois, si la réponse est oui, là, on commence vraiment à être de vrais entrepreneurs. Parce qu'un salarié, c'est quelqu'un qui est là tout le temps pour travailler. Il n'a pas la possibilité de rendre scalable son business. On reviendra le thème de scalable, on va y revenir, mais c'est de pouvoir faire en sorte que l'entreprise n'ait pas vraiment besoin de soi. Il faudrait que l'entreprise puisse s'auto-fonctionner et donc pour ça, ça se prépare dès le départ. Donc, pour arriver à cette qualité de vie, on va quitter de qualité en qualité. Qualité de mentor, qualité de professeur. Tout part de là. Qui t'a formé en entrepreneuriat? Qui t'a mentoré? Qui est ton professeur? De qui apprends-tu? Et justement, cette plateforme, cet environnement créé par M. Abouka et son équipe constitue la qualité de mentor ou bien de professeur ou d'enseignant qu'on a. Ceci dépend aussi de la qualité, ce qui donne plutôt la qualité des connaissances et de l'éducation qu'on va recevoir. Normal, si on prend quelqu'un qui n'a pas grand-chose, c'est normal qu'il ne nous donne pas grand-chose. Ceci dépendra aussi de la qualité des croyances et des rêves qu'on a à partir de ces connaissances ou de ces éducations-là. Et également de la qualité des questions que l'on se pose. On va se poser quelques-unes et chacun doit pouvoir y répondre, mais c'est la qualité des questions que l'on se pose. Est-ce que c'est des questions d'importance significative? Est-ce que c'est des questions banales? Donc, en fonction de ces questions-là, notre entrepreneuriat serait capable de nous donner la qualité de vie souhaitée ou non. Donc, la qualité des décisions qu'on prend, quel type de décision nous prenons et quel est leur impact ou bien quels sont leurs impacts sur notre entreprise et donc sur la qualité de notre vie. Et donc, les décisions vont déterminer la qualité des actions et la qualité des actions vont déterminer la qualité des résultats. Et quand on a de bons résultats, on peut se lever un matin, on dit, je prends mes congés pour 2 mois, pour 6 mois, pour 1 an. Je vais à Dubaï, jouir de la vie. Mais pour ça, il faut y travailler et suivre les différentes qualités dont je viens de parler. Toujours en continuant, qui ont des parents qui sont des entrepreneurs. Si on a des parents qui sont des entrepreneurs, on a vécu dans un cadre où il y a l'entrepreneuriat. On a vécu les contraintes de l'entrepreneuriat. On a vécu les challenges de l'entrepreneuriat. Donc, ça va nous aider à être surtout plus en avance par rapport aux autres, à ceux qui n'ont vécu que dans des familles de salariés. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on pense que c'est une façon de ne pas travailler pour un patron? Oui, effectivement, on peut penser que c'est une façon de ne pas travailler pour un patron. Mais justement, comme je le disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat te met au travail pour plusieurs personnes. Et là, c'est plus compliqué qu'un seul patron. Et ça, il faudrait quand même qu'on se le dise sincèrement et honnêtement. Donc, quand on voit juste, bon, la personne va brandir son jet privé pour dire, bon, c'est grâce à l'entrepreneuriat, c'est un travail de fou, de plusieurs années de sacrifice, de privation, de pression. Donc, oui, ça fait partie de la vision, c'est ce qu'on vise, mais il faut qu'on soit prêt pour mouiller le maillot suffisamment pour pouvoir se donner cette autonomie. Si on ne le fait pas, on va beaucoup plus travailler que si on était au salariat. Il y a des moments où la fin du mois s'approche, tu te rends compte qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, donc il n'y a pas d'argent pour payer les collaborateurs. Comment tu fais? Si tu étais un salarié, tu ne vas même pas y penser. Tu attends à la fin du mois, le montant tombe. Mais ici, c'est compliqué. Et la pression, l'insomnie de ça, la pression de ça, ainsi de suite. Il faudrait qu'on comprenne vraiment ce qu'est l'entreprise pour pouvoir y travailler sérieusement. Quelles sont vos expériences en entrepreneuriat? Chacun a ses expériences. Si je tends le micro à chacun ici, on aura une multitude d'expériences et on ne pourra pas en finir aujourd'hui. Oui, ces expériences nous forment, nous forgent, nous aident à aller de l'avant. Chaque difficulté vécue constitue l'expérience dont on doit pouvoir s'inspirer pour demain et surtout, on doit en tirer des leçons.
Alors, pour maîtriser l'entreprise, il faut 4 niveaux de maîtrise pour maîtriser son entreprise et dire qu'aujourd'hui, je maîtrise mon entreprise et que je vais en faire un levier pour avoir une qualité de vie dont on vient de parler. Il faut 4 niveaux de maîtrise. Le premier niveau de maîtrise, c'est la destination ou le rêve ou encore la vision. Pourquoi je vais entreprendre? C'est la raison d'être, c'est le pourquoi des choses. Quand on a le pourquoi des choses, l'attitude, le comportement et surtout la façon de vivre les événements diffèrent. Si on ne sait pas où on va, les éléments vont venir. Après, on va dire, bon, j'aurais mieux fait même de rester salarié. Mais si on a une vision bien définie qui valent la peine, oui, effectivement, on a la maîtrise sur notre entreprise. Deuxième niveau, c'est les finances. Et c'est justement de quoi nous parlons aujourd'hui. Si on ne maîtrise pas ces finances, on peut courir dans tous les sens, on peut faire tout, mais on n'aura pas la qualité de vie rêvée. On doit maîtriser le temps. En entreprise, dans le salariat, il y a un emploi du temps, il y a une fiche de fonction, on te dit ce que tu dois faire, quand le faire, comment le faire. Si tu ne fais pas bien, on t'appelle, on te dit fais-le comme ça. Mais en entrepreneuriat, il n'y a pas cette structure-là. Tu peux te réveiller quand tu veux, c'est la liberté. Tu peux prospecter quand tu veux, mais quand le moment dur arrive, tu vas en assumer les conséquences. Donc, la maîtrise de son temps. Et surtout, il faut faire la différence entre être performant et poser des actions. Des fois, on pose des actions, on fait plein de choses qui n'ont aucun sens, qui n'apportent pas de valeur à l'entreprise, qui ne fait pas avancer l'entreprise. Donc, la gestion du temps est très importante comme troisième niveau. Et quatrième niveau, c'est la maîtrise des opérations. Oui, comment elles sont faites nos opérations, la maîtrise de nos processus. Seuls les processus créent de la valeur. Et ces processus, si les processus sont inefficaces, ça va détruire la valeur que nous créons. La valeur, par exemple, c'est la confiance que les clients ont pour passer la commande. Mais si on ne sait pas, on ne maîtrise pas nos opérations, on ne maîtrise pas nos processus, ils seront déçus, ils vont nous quitter. Et ça, il n'y a même pas de procès, il n'y a même pas de préavis ou quoi que ce soit. Il part et puis c'est fini, on ne le verra plus du tout. Et là, notre entreprise va en ressentir les conséquences. Tout ceci est contrôlé par l'entrepreneur, donc les 4 maîtrises là, mais qui est également contrôlé par le paradigme. Et depuis quelques secondes là, je suis en train de parler toujours de paradigme, parent entrepreneur ou pas, et c'est ce paradigme qui dicte notre logique, la logique de l'entrepreneuriat ou la logique du salariat, la logique de fonctionnement. C'est ça qui va nous guider aussi à recruter qui on doit recruter. Notre paradigme aussi contrôle la façon dont nous utilisons notre temps. Donc, c'est nécessaire pour la maîtrise de notre temps. Contrôle notre perception des situations. Dans certaines situations, on est alarmé, on est complètement anéanti. Et dans d'autres, on se sent confiant et on est fier et on peut surmonter. Tout ça là, c'est le paradigme qui dicte ça. Ça contrôle également notre efficacité, ça contrôle le montant d'argent qu'on gagne ou bien qu'on peut gagner. Oui, le paradigme fait tout ça là. Ça contrôle nos dépenses. Et donc, raison pour laquelle il faut faire une introspection, pour pouvoir maîtriser, comprendre son paradigme, dans quel environnement on a évolué, comment est-ce qu'on a appris l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on le perçoit, comment est-ce qu'on pense pouvoir y arriver en tant qu'entrepreneur. Comment changer le paradigme? Il y a quand même des mécanismes pour le faire. Je fais des séminaires pour pouvoir gérer le changement de paradigme, gérer un certain nombre de choses. On va parler de quelques-uns ici, mais compte tenu du temps et la diversité des éléments, on ne pourra pas l'approfondir. Si vous voulez l'approfondir, on peut toujours on peut en parler puis voir comment est-ce que je peux vous accompagner. Alors, tout ceci comme introduction pour planter le décor. Et pour traiter le sujet, je vous suggère ces 3 points comme sommaire. La vision stratégique, la vision, la stratégie et la chaîne de valeur, ce que c'est, on va en parler brièvement. Le pricing, la prospection, parce que c'est important. La conversion en chiffres de tout ce qui est prospection. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Et puis, au 3, on va voir la liberté financière et investissement. Donc, on a déjà parlé de ces concepts-là. On va y revenir plus en détail. Alors, tout part
de la vision. C'est pour ça que je posais la question de savoir pourquoi on a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est le pourquoi des choses. C'est la vision, c'est le rêve qu'on a pour notre entreprise. C'est là où on se voit dans 5, dans 10, dans 20, dans 50 ans. Il y a des entreprises qui ont traversé des siècles. Est-ce qu'on a une vision qui vale la peine? Et la mission n'est rien d'autre que la traduction de la vision en action de tous les jours, en activité de tous les jours. Appeler les clients fait partie de notre mission. Leur rendre service, vendre des biens, vendre des services, s'occuper des employés, s'occuper de l'entreprise, de l'infrastructure, s'occuper de toute l'entreprise fait partie de la mission, ce qu'on fait au jour le jour. Mais généralement, on ne peut pas tout citer, donc on le résume en 2 ou 3 phrases. Par exemple, quand je prends une société de communication, la mission peut être faciliter la communication ou bien fluidifier la communication. Oui, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait pour faciliter la communication? On va jouer sur le prix, on va jouer sur la satisfaction, on va jouer sur les investissements, on va jouer sur un certain nombre, une panoplie de choses. Mais la mission qui valent vraiment, vraiment la peine, c'est de pouvoir partir de notre propre frustration, de la frustration des autres pour pouvoir bâtir notre mission. Et ça permettra d'affiner notre vision en disant que notre vision, c'est de supprimer cette frustration-là. Si je reviens à la télécommunication, faciliter la communication, ça veut dire que les gens communiquent. Quand ils appellent, par exemple, sur WhatsApp, ça se coupe, ainsi de suite. Donc, ou quand tu appelles, achète du crédit, ça se vide de lui-même. Donc, cette frustration-là, tu le transformes en vision. Et à partir de la vision, tu vas poser des actions. Et la mission et la vision permettent de définir les objectifs stratégiques et opérationnels. Quelle stratégie on va adopter? On va y revenir tout à l'heure rapidement. Et au-delà de ça, on doit pouvoir déterminer les indicateurs de performance qui, actuellement, ils sont à quel niveau? Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ils seront à quel niveau? C'est ça qui nous permet de mesurer la pertinence de notre stratégie qu'on peut modifier, qu'on peut adapter, qui va déterminer la pertinence de nos actions, de nos opérations ou donc de l'atteinte de nos objectifs stratégiques. Au-delà de ces indicateurs, on va parler de quelques petits indicateurs, puisque l'objectif n'est pas trop de travailler sur les indicateurs de performance, mais on va en toucher quelques-uns, surtout si on veut lancer des projets d'investissement, on veut lancer projets de création d'une autre branche de notre activité, on veut supprimer une activité. Donc, il y a un certain nombre d'éléments et ce sont ces indicateurs de performance croisés avec les objectifs stratégiques opérationnels qui vont déterminer les actions à mener ou les projets à piloter. Et ces projets ont pour finalité d'améliorer nos processus et comme je dis, seuls les processus créent de la valeur pour les clients et pour nous-mêmes. Sans processus, il n'y a pas de création de valeur. Donc, tout ceci a du sens. Maintenant, on va parler de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, ce n'est rien d'autre que la répartition de notre chiffre d'affaires ou de notre recette entre les éléments de production en vue d'avoir une marge. Donc, pour chaque 100 francs de chiffre d'affaires, comment est-ce que c'est réparti? Il est très important de pouvoir faire l'analyse de ces éléments, de cette répartition, pour être sûr qu'on est en bonne voie. Qu'on le veuille ou non, ces éléments existent. Si le chiffre d'affaires ne servent qu'à couvrir les infrastructures de l'entreprise ou à gérer juste le personnel, c'est-à-dire payer les salaires, qu'en est-il des autres éléments de l'entreprise? Donc, il est très important et c'est en fonction de ça aussi qu'on va déterminer, on va fixer nos prix. Donc, en termes de répartition, on a l'activité principale, ce que nous faisons. Nous produisons du ciment. Donc, quelles sont la logistique liée à la production du ciment? La production du ciment même, qu'est-ce qui rentre dedans? La logistique externe, la commercialisation et la vente, les services après-vente, ou si c'est juste du service, on aura juste les services à ce niveau. Donc, et voilà à peu près les activités principales. Quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la taille, on doit pouvoir découper le chiffre d'affaires ou la valeur que nous produisons dans ces compartiments-là.
Si par exemple, je vends pour 100 francs ou pour 2000, quel pourcentage permet de rémunérer ou de couvrir les dépenses liées à la logistique, de couvrir les dépenses liées à la production, ainsi de suite. Et il y a les activités de soutien ou de support. C'est l'approvisionnement en eau, électricité, en produits, en matières premières. Ça peut être du clinker pour le ciment, ainsi de suite. Recherche et développement et la technologie. Sans ça, on va se retrouver derrière, très, très loin. Donc, il faut prévoir une partie du chiffre pour ça. Gestion des ressources humaines. Sans personnel, les processus n'auront pas de sens parce qu'il faut des gens pour piloter les processus et puis les infrastructures de l'entreprise. Donc, voilà de façon générale, quand on prend n'importe quelle entreprise, on doit pouvoir découper ces charges, ces différentes charges pour voir à peu près qu'est-ce que ça donne pour chaque partie de notre activité et aussi quelle marche cela dégage. Cela amène à se poser la question sur quel est notre business model. Quel est notre business model? Comment est-ce qu'on gagne l'argent? Parce que je vais revenir sur un petit tableau tout à l'heure qui nous permettra de pouvoir répondre à cette question. Mais souvent, on se trompe de cible. On veut faire payer des choses à des personnes qui n'ont pas intérêt. Si on ne cible pas bien notre clientèle, on va produire, d'autres personnes vont bénéficier de notre prestation ou de nos produits, mais on va demander à ceux qui n'ont pas les moyens ou bien ceux qui n'ont pas intérêt à payer. Donc, il faut revoir notre business model pour se poser la question. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est une formation en ligne et vous êtes connecté pour suivre. À supposer qu'il y aura un paiement pour l'intervenant. À supposer qu'on doit payer pour l'utilisation de la plateforme. À supposer que pour la communication, pour les flyers, tout ça là, oui, ça fait partie des coûts et des charges. Maintenant, comment est-ce qu'on couvre ces coûts et charges? Est-ce que les gens vont contribuer volontairement à la fin? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'on est subventionné? Donc voilà, pour n'importe quel business, les questions fondamentales que chacun doit se poser. In fine, qu'est-ce qui me fait mon chiffre d'affaires pour que je puisse faire face à mes charges? Et selon quelle périodicité? On va y revenir tout à l'heure. La périodicité, est-ce que c'est des clients qui vont s'abonner? Est-ce que c'est des clients qui vont payer une fois pour toutes? Est-ce que? Donc, ça aussi, c'est important de savoir pour pouvoir bien fixer ses prix et surtout faire tout pour couvrir les éléments de la chaîne de valeur afin de dégager une marge. Donc, toujours pour continuer, il y a Michael Tracy et Fred qui sont des consultants en stratégie et en organisation qui ont fait un travail énorme pour pouvoir dire à peu près comment est-ce qu'une entreprise aborde le marché. Dans un premier temps, il y a la possibilité de faire la supériorité des produits. Supériorité des produits ou services, ça dépend. Ici, le focus se fait sur le produit qui veut être leader sur le marché. Donc, on va créer un produit de qualité supérieure où on aura juste une petite minorité riche, très riche, qui seront prêts à décaisser des millions, des milliards pour s'offrir nos services. Pour ça, il faut se lancer dans les recherches, il faut se lancer dans beaucoup de travaux pour pouvoir préparer un tel produit. C'est les produits de luxe, c'est les hôtels 5 étoiles et plus, ainsi de suite. Donc, on vise une clientèle qui a de l'argent, mais qui veut quand même un niveau de produit très, très supérieur. Pour ça, ça nécessite de mettre beaucoup de moyens. Quand vous prenez les véhicules de luxe, ce n'est pour rien que ça coûte aussi autant. Quand vous prenez les bijoux, les produits de luxe, ce n'est pour rien que c'est comme ça. Quand vous prenez les habits de marque, ce n'est pour rien que c'est comme ça. Donc, on met l'accent sur la créativité, l'innovation, le développement. Ce que les entreprises qui viennent de démarrer n'ont pas les ressources nécessaires pour le faire. Il n'y a pas de ressources. Pour faire sortir un produit, quand je prends les produits de Apple et ainsi de suite, pour faire sortir un produit de haut niveau, vous ne pouvez pas imaginer combien de dépenses, combien de produits on a créés, qu'on a jetés à la poubelle. Et ça, on a payé du personnel, on a payé des choses.
des produits pour pouvoir faire les tests, mais à la fin, on jette à la poubelle. Est-ce qu'une entreprise qui vient de se lancer peut se permettre ça? J'en doute. Est-ce qu'une entreprise de petite taille peut se permettre ça? C'est compliqué. Donc, la supériorité de produits, c'est une stratégie, mais ça reste limité en termes de moyens. Il y a l'accent qui est mis sur la qualité de la réponse aux besoins du client. Le but est de fidéliser la clientèle. C'est par exemple ce que nous propose l'ISO 9001, qui parle d'un certain nombre de process. Et là, il y a beaucoup de processus, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre, beaucoup de documents à imprimer, beaucoup de modèles, tellement de choses que toute l'entreprise se résume à satisfaire les clients. Oui, c'est beau que les clients soient satisfaits, mais à quel coût? Est-ce que toutes nos ressources vont rentrer dans la satisfaction du client? Comment on fait pour satisfaire aux autres parties de notre chaîne de valeur? Donc, si on se base sur la satisfaction client uniquement aussi, on a des problèmes. Donc, ce qui va vraiment nous aider, c'est la combinaison des deux. Un produit de qualité, mais pas trop cher, et aussi un produit qui répond à la satisfaction du client. Et pour ça, il faut s'appesantir sur l'excellence opérationnelle. Et pour ça, c'est la livraison assurée à un prix compétitif, coût et délai sont optimisés. Et ça transparaît très bien dans l'introduction que M. Bright a faite. Oui, à quelles conditions? Comment est-ce qu'on peut optimiser les ressources? Comment est-ce qu'on peut optimiser les coûts? Il ne s'agit pas juste de vendre. Si je me plonge sur la satisfaction du client, je peux vendre, mais sans pour autant optimiser. Et là, toutes les ressources vont rentrer dans la chaîne de valeur. Ceci dit, chaque entrepreneur autour de la table doit pouvoir retraverser sa chaîne de valeur pour se dire, bon, voilà, je vais lister un certain nombre de coûts bientôt. Voilà ma chaîne de valeur, support principal, et voilà ma marge pour chaque franc de, chaque franc de chiffre d'affaires réalisé. Pour cela, il faut arriver également à comprendre les attentes du client. Notre entrepreneuriat est basé sur la satisfaction du client ou la suppression des frustrations. On en a parlé. Les frustrations qui constituent notre mission. Donc, enlever les frustrations, c'est atteindre notre vision. Celui-ci, on appelle ça diagramme de Canot. Et à ma droite, vous verrez la satisfaction du client. Et sur le schéma, vous verrez qu'il y a les attentes de base. Les attentes de base, c'est comme si quand je vais acheter un véhicule, je n'ai pas besoin de dire à la maison qu'un véhicule doit avoir un pneu, un véhicule doit avoir un habitacle, un véhicule doit avoir ceci, un moteur. Ça, c'est d'office, c'est basique. Donc, je dois connaître mes produits ou mes services. Pour ce dont je me suis appelé à vendre ou dont je me dis, je suis entrepreneur, il faut que je maîtrise les attentes de base. Les clients ne viendront pas m'expliquer ça. Si je dis je veux former, il faut quand même que j'ai du contenu, que j'ai de la qualité pour ces contenus, qu'à la fin, je puisse donner les supports de formation, ainsi de suite. Si je veux vendre à Imolu, les clients ne viendront pas me dire que quand j'achète à Imolu, il faut m'ajouter du piment ou bien j'ai besoin de piment pour manger. Ou si c'est la pâte, ce ne sont pas les clients qui viendront dire qu'il faut mettre ça dans une assiette à emporter ou à manger sur place, il faut bien que ce soit emballé. Donc, c'est des attentes de base. Ça, on doit les connaître pour notre activité. C'est très important. Parce que si parfois ou habituellement, on dépend toute notre énergie, toutes nos ressources dans les attentes qui ne sont pas essentielles alors que les clients ne veulent pas ça, on va avoir un produit très beau, mais in fine, les clients ne vont pas préférer ça parce que ça ne leur apporte pas de valeur. Ensuite, il y a les attentes proportionnelles. Et ça, c'est en fonction de ça qu'on peut aussi lancer nos promotions de nos produits. Ça, c'est la satisfaction qui augmente avec le niveau de performance livré par la fonction. Donc, à ce niveau, c'est de se dire, oui, ça, c'est la base. Par exemple, si c'est une école, on forme les gens pour leur délivrer le diplôme. Ça, c'est la base. Mais quand vous avez le diplôme, vous avez peut-être des formations en soft skills,
des formations qui ne sont pas dans le programme scolaire. Et pour avoir accès, il faut payer plus. Donc, pour nos offres aussi, il faudrait quand même qu'on puisse réanalyser nos produits et se dire, voilà les attentes de base, le produit de base que tout le monde peut acheter. Mais si tu veux plus, il faut payer plus. Donc, ça, c'est cet aspect-là. Et puis, il y a les attentes attractives. On dit le fournisseur surprend son client avec une fonction à valeur ajoutée qu'il n'attendait pas. Donc, ça, c'est pour séduire, c'est pour fidéliser, c'est pour. Donc, on peut trouver des exemples pour pouvoir fidéliser les clients par rapport à ce que nous sommes en train de leur proposer comme produit ou service. Donc, c'est très important de maîtriser ces différents types d'attentes qu'un client est en droit d'attendre d'un produit. Il y en a qui sont primordiales, qui sont de base, quand ça manque, l'achat ou l'acte d'achat ou même notre vente n'a aucun sens. Donc, il est important de pouvoir le faire. En termes de stratégie de produit, il y a la pensée traditionnelle et la pensée actuelle. La pensée traditionnelle veut que je fasse la somme de l'ensemble de mes coûts et charges engagées. Ensuite, j'ajoute une part de marge et puis je fixe le prix. Et généralement, c'est comme ça la plupart des entreprises fonctionnent, ont fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui continuent de fonctionner comme ça. Mais l'approche moderne ou actuelle veut que je fixe un prix en tenant compte d'un certain nombre de critères sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, mais en tenant compte de la capacité de notre cible. Qui achète nos produits? Qui va payer? On y reviendra. Et sur la base de ça, je vais voir comment est-ce que je peux optimiser mes coûts. Par exemple, pour mon propre cabinet, à un moment donné, j'ai dû laisser ceux que j'avais recrutés comme étant permanents et je travaille selon les marchés que je reçois. Si j'ai un marché, je trouve quelqu'un pour pouvoir travailler sur ce marché ou bien sur ce projet. Une fois que le projet est bouclé, en attendant qu'on ait encore un nouveau marché, il n'y a pas de charge fixe à payer. Peut-être pour le gérant uniquement, mais pour le personnel pléthorique que je recrute, que je mets en place, il n'y a pas de marché et puis je continue de les payer. Ça, par exemple, c'est une stratégie pour analyser la structure de son coût et se dire, bon, il y a des choses sur lesquelles je peux faire des économies, je peux optimiser. On va passer en revue un certain nombre de charges qui vont constituer des rappels pour vous. Mais chacun chez lui va pouvoir faire la liste de ces différentes charges et voir quelles sont les charges que je peux optimiser, quelles sont les charges que je peux couper. Parfois, si on pense optimisation, on pense dégradation de la qualité de la prestation. Très, très loin de là. Très loin de là. Oui, on va optimiser, mais on doit satisfaire aux attentes de base. Ça, c'est très important. Maintenant, on a fini avec cette première partie qui est la stratégie, la chaîne de valeur. Et donc, j'ai déjà abordé les pricing. Désolé pour n'avoir pas fait la transition. Donc, on est maintenant dans le pricing. Donc, pour ce qui concerne les charges, il y a les salaires, les employés, les intérimaires. Ça aussi, c'est une stratégie pour pouvoir optimiser les coûts. Les intérimaires, c'est des gens qui travaillent avec des entreprises d'intérim ou les entreprises de recrutement. Et quand j'en ai besoin, je les prends. Si c'est 2 mois, si c'est 3 mois, si c'est 1 an, je les prends. Quand on finit, ils vont repartir. Et l'entreprise intérimaire s'occupe de tout le reste, déclaration, la CNSS, les impôts, ils s'occupent de tout. Moi, je paie une prestation. Les gens sont là pour travailler sur mon marché, sur mon produit, sur mon projet. Une fois que c'est fini, ça s'arrête là. Je n'ai pas des gens sur mes bras tout le temps et je dois faire des va-et-vient entre l'OTR, la CNSS, tout ça là. Non, je l'externalise. Et surtout, j'ai la flexibilité de pouvoir faire face à ces charges-là en cas de besoin pertinent. Voilà, je vais le dire comme ça. Les achats fournisseurs, éventuellement les délais de paiement dont on peut bénéficier. Ici aussi, pour optimiser les charges, des fois, si on n'analyse pas bien notre activité, pour pouvoir jouer sur un certain nombre d'aspects, je prends l'exemple de nos mamans ou bien de nos sœurs qui décident de vendre des pagnes. Des fois, elles vont prendre de l'argent, des prêts à la banque ou dans les microfinances. Elles achètent les pagnes
Elles prennent, elles vont remettre à leur soeur, à leur copine et autres pour dire, bon, prends, quand tu auras les sous, tu me payes. Mais pendant ce temps, elles remboursent avec des intérêts. Donc, ici, ce que je veux dire quand je parle de délai de paiement, c'est de regarder mon produit, le fonctionnement de mon activité. Quel est le délai auquel le client me paye? Quand je prends les sociétés de téléphonie mobile ou bien de téléphonie en général, la plupart, disons, 70% des clients payent cash, même on prépaye. Et peut-être 30% payent à la fin du mois avec des factures. Donc, je sais que mon délai maxi, c'est 30 jours. Et pour ça, je ne peux pas me permettre de travailler avec un fournisseur dont le délai est inférieur à 30 jours. J'aurai un problème. Donc, autrement dit, si je reprends la dame dont je donnais l'exemple tout à l'heure qui vend des pagnes, moi, je paye à la fin de chaque mois. Je ne peux pas me permettre de remettre les pagnes que j'ai achetées à des clientes qui vont garder l'argent pendant 3 mois, pendant 6 mois avant de me payer. Je vais fermer boutique. Donc, de façon concrète, si on revient à chaque activité, chaque service, quel est le délai pour payer les composants de la chaîne de valeur? Et c'est en fonction de ça que je peux savoir quel délai je peux donner à mes clients. Les délais de mes clients doivent être toujours plus courts que les délais que les clients fournisseurs m'accordent. C'est une façon de pouvoir gérer les flux de trésorerie pour éviter les tensions de trésorerie. Sinon, à la fin, tu vas prendre les sous pour payer tes fournisseurs, tu n'as pas pu payer tes salariés, tu n'as pas pu payer le BABA, tu ne peux même pas t'approvisionner ou acheter des choses qui sont pourtant utiles. Peut-être tu aurais payé les gros fournisseurs parce que tu as peur d'eux. Et à la fin, tu te retrouves à court de trésorerie. Les prestataires, experts comptables, avocats, conseillers en gestion, ainsi de suite, ces personnes, c'est des charges aussi, mais il faut analyser leur pertinence et comment est-ce que leur travail est utile pour le business. Ça, c'est très important de pouvoir le gérer. Il y a des experts, quand ils viennent, effectivement, ils vont transformer le business. C'est des investissements, c'est des coûts que je vais assurer, mais je sais que dans le temps, dans la durée, je vais devoir les récupérer. Les abonnements, Internet, téléphonie mobile, logiciels professionnels, ainsi de suite. C'est des charges. Comment est-ce que je peux optimiser? Pour certaines, on achète le logiciel. Ça va nécessiter un investissement de base important, mais à terme, on gagne. Pour d'autres, on loue simplement le logiciel. Mais des fois aussi, la location, ça coûte excessivement. Donc, on va balancer entre les deux. Quelle option on fait? Remboursement d'intérêt à la banque. J'ai découvert les crédits. Donc, c'est des éléments qu'on doit prendre en compte. Les dépenses liées aux actions marketing, communication, publicité sur les réseaux, salons, maquettes, ainsi de suite. Oui, parfois, on court très vite pour aller préparer des maquettes alors que notre activité n'a pas encore pris. Ou on a fait, mais on les garde chez nous, on ne les distribue pas efficacement. Donc, tout ça là, ça nous ramène à faire une analyse minutieuse de chaque dépense parce que connaissant notre chaîne de valeur, si on connaît notre chaîne de valeur, on connaît l'importance de chaque dépense, son opportunité, son utilité, pourquoi le faire maintenant, on ne peut pas reporter, ainsi de suite, et sans pour autant altérer la qualité de nos prestations ou de nos produits. Donc, c'est à faire avec beaucoup d'intelligence. Les dépenses liées aux locaux. Oui, si ça chauffe et qu'on nous explique comment on fait. Et aussi, il faut analyser notre activité. Il y a des activités qui ne nécessitent pas autant d'investissement. Par exemple, je suis formateur, je suis un freelance en formation. Je n'ai pas besoin de louer un local en permanence. Je peux faire domiciliation de mon siège ou je paie peut-être un fonds dérisoire à un cabinet, à une structure qui a de la place à louer, je peux faire mes rendez-vous là-bas, ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre de charges que je ne vais pas supporter. Assurances diverses, ça aussi c'est important. En fonction des enjeux, il faut prendre les assurances pour qu'au cas où il y a des problèmes, qu'on ne puisse pas être contraint à fermer. Les TVA à payer, les TVA ne nous appartiennent pas. Donc, dès qu'on collecte le mois qui suit, en même temps, on doit s'arranger pour payer. Si on ne le fait pas, on aura des pénalités. Le simple fait de ne pas payer la TVA ou de ne pas déclarer la TVA et payer ça, pour un mois, on a 50 000 d'amende.
Donc, il peut y en avoir d'autres qu'on a oubliés. C'est en cela aussi qu'il est important de voir les prestations des experts comptables, mais les plus pertinents, ceux qui vont couvrir plus de risques et donc nous permettra d'éviter les pénalités. Et surtout, on porte l'intérêt particulier aux impayés. J'en ai parlé largement il y a un instant. Donc, si nous, on a des délais clients plus courts, on doit demander un délai fournisseur plus long. On doit négocier les délais clients plus courts et demander les délais fournisseurs plus longs. Alors, toujours dans la fixation des prix, il y a 3 éléments qui entrent en ligne de compte. Notez bien ça. Je voudrais que vous puissiez, et pour le pricing, je voudrais que vous puissiez garder ça à l'esprit. Vous pouvez, en tenant compte des 3 types d'attentes proposés, des produits express, des produits de haute qualité, ainsi de suite. Donc, il y a 3 éléments, 3 facteurs. C'est rapide, c'est de qualité et ce n'est pas cher. Mais pour chaque client, vous le dites clairement, vous ne pouvez prendre que 2 options. Quand c'est rapide et de qualité, c'est cher. Donc, pas cher est exclu. Si ce n'est pas cher et que c'est de qualité, ça ne peut pas être rapide. Vous ne pouvez pas exiger un produit express où on va mobiliser tous les personnels pour te satisfaire. Après, tu nous payes des miettes. Ça n'a pas de sens. Donc, chaque client, vous lui expliquez votre prix ou vos prix. Les prix en fonction de la priorité du client. Si le client veut que ce soit rapide, pas cher est exclu. Si le client veut que ce soit de qualité rapide, je veux dire, pas cher est exclu. Si le client veut que ce soit pas cher et que ce soit rapide, la qualité est exclue. Si le client veut que ce ne soit pas cher et que ce soit de qualité, la rapidité est exclue. Donc, à un moment donné, quand un client critique vos prix, vous lui dessinez ce petit triangle-là et puis vous lui expliquez que voilà les possibilités que vous avez. Vous n'avez le choix que de 3 points, de 2 points plutôt sur 3. Et la personne même va faire ce calcul et vous dire ce qu'il veut comme prix. Alors, pour la prospection, à ce niveau, je voulais qu'on puisse prendre en compte ce petit schéma, si vous pouvez noter. Il y a 4 aspects qui rentrent dans la prospection qui va aboutir à une vente. La prospection qui aboutit à une vente. 1, il y a le budget. 2, il y a l'autorité. 3, il y a besoin, il y a temps. Donc, l'idée, c'est de se rendre compte qu'on s'est adressé à la bonne personne. Le marketing est un investissement, on va y revenir, et il faut l'optimiser. Parfois, on fait beaucoup de publicité sur des supports de communication où ceux qui sont là n'ont même pas le budget pour acheter. C'est peine perdue. Des fois, on s'adresse à des personnes qui n'ont pas l'autorité pour décider. Notre publicité ou nos actions de vente s'adressent à ceux qui n'ont pas l'autorité pour décider. Quand je prends par exemple dans une entreprise, ceux qui ont l'autorité pour décider, eh bien c'est le DG. Mais avant le DG doit s'assurer qu'il y a un budget auprès du DFC avant de décider. Si c'est dans le cadre des ressources humaines, on va vérifier, voici, il y a un besoin effectif avant de décider. Et là, le vendeur va jouer sur le temps pour dire, c'est limité dans le temps, c'est offre limitée, on ne va pas parler de promotion, mais on va parler d'offre limitée. Et donc, ça doit se faire d'ici 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 jours, 112 heures. Et on crée l'urgence pour pousser la personne à poser l'acte de vente. Et donc, en gros, ce qu'il faut retenir ici, il y aura vente lorsque il y aura ces 4 choses-là réunies. Budget, donc la personne a le pouvoir d'achat pour acheter mon produit. Sinon, ce n'est même pas la peine de commencer quoi que ce soit. Autorité, est-ce que c'est la personne qui décide, in fine? Si je m'adresse à des personnes qui ne décident pas, je vais faire plein d'actions, je vais faire plusieurs rendez-vous, aller voir celui-ci, aller voir celui-là, sans pour autant aller voir celui qui a l'autorité pour décider. Et en entreprise, c'est le DG qui signe, qui décide de signer le bon de commande. Est-ce que dans ma prospection, il est touché? Est-ce que dans ma prospection, celui qui a le besoin, qui a besoin d'un ordinateur, qui a besoin de la voiture, qui a besoin d'une prestation, d'un service, est-ce que la personne même est touchée
pour exprimer le besoin, pour dire, oui, effectivement, j'ai besoin de ce produit ou de ce service. Et est-ce que j'ai donné un temps limité? Si je donne l'impression que, bon, vous avez tout le temps, vous déciderez quand vous voulez, je ne pourrai pas vendre. Et ça, on va passer de promesse en promesse de mois en mois, alors qu'entre-temps, moi, j'ai des salaires à payer, j'ai des frais généraux à payer, j'ai des impôts, j'ai des taxes. En tout cas, bref, toutes les charges qu'on a parcourues là, j'ai des obligations, j'ai des obligations à honorer. Donc, pour toute prospection, assurons-nous qu'on a ces 4 éléments qui sont combinés et surtout sont ensemble pour qu'on puisse réaliser notre vente. Je parlais tout à l'heure de scalable ou non. Donc ça revient à parler de notre business model. Le business model, c'est rien d'autre que comment est-ce qu'on gagne de l'argent. J'en ai parlé brièvement il y a un instant. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Est-ce que c'est un paiement unique? Par exemple, quand j'achète un véhicule, on ne s'attend pas à ce que j'achète encore le lendemain, la semaine prochaine, le mois prochain. C'est parti au moins pour 10 ans, si c'est un véhicule maison que je vais venir encore acheter, sauf si c'est une entreprise. Si c'est une entreprise, bon, ça aussi, on va voir le personnel, leur rythme d'achat de véhicules et peut-être ils ne vont pas décider d'acheter tous les véhicules chez moi. Donc, ce côté est très important d'analyser notre revenu, notre source de revenus. Est-ce que c'est unique? Est-ce que c'est multiple? Est-ce que la personne, en achetant, ça peut acheter d'autres? Donc, ça va m'aider aussi dans ma prospection. Quand je prospecte pour un tel produit, je profite pour introduire tel autre. Donc, ça fait des achats multiples et donc, ça agrandit mon chiffre d'affaires. Est-ce que c'est par abonnement? La personne s'abonne et donc, tous les mois, je sais qu'il y a des revenus assurés. Est-ce que, donc, ce sont ces genres de questions qu'on doit se poser. Maintenant, quand on dit scalable, je vais revenir sur le thème, quand on dit scalable, ça veut dire que c'est un business model que je peux reproduire facilement. Quand je prends, par exemple, KFC, il n'y en a pas au Togo, je crois, ou McDonald's, c'est des business qu'à un moment donné, ils ont rendu scalables. C'est-à-dire reproductibles indéfiniment. Parce que, idéalement, un restaurant reste dans un coin pour une clientèle particulière donnée. Par exemple, j'ai mon restaurant ici ou mon hôtel ici. Donc, c'est uniquement pour ceux qui sont sur place ou bien ceux qui viennent dans le rayon. Mais scalable, ça veut dire que le même processus, je peux reproduire ça ailleurs. Et donc, quand je prends McDonald's ou KFC, ils reproduisent le même modèle en respectant un certain nombre de critères et ils permettent aux gens d'acheter la franchise ou le modèle de business et ils veillent à ce que ce soit respecté. KFC, par exemple, ne vend pas la franchise au hasard comme ça. Eux-mêmes, ils doivent être là pour être sûr que c'est bon. Donc, quand on dit un business escalable, c'est de voir est-ce que c'est un business que je peux reproduire facilement en respectant la qualité, le délai, un certain nombre de choses en conservant, mais pouvoir dupliquer ça ailleurs et facilement, installable. Donc, mon business, je dois repenser ça pour voir si je peux le rendre ainsi. Et ça me permet, si je peux, sur place ici, je peux engranger 10 millions. Si je rends ça scalable, je le plante à Kodivia-Kopé, à Nyekonakwe, ou bon, peut-être à Bekota, ainsi de suite. Ça me permet quand même de pouvoir multiplier mes sources de revenus. Donc, c'est ça, en fait, la notion de business scalable. Bon, revenons maintenant à la vente. Après tout ce qu'on a dit tout à l'heure, on doit chercher les clients pour vendre et on doit tenir compte de la nature de notre produit. Est-ce que c'est achat unique ou bien achat multiple ou achat par abonnement, ainsi de suite. Et ici, c'est une question, le critère de choix indiscutable d'un client, c'est une proposition unique de vente plus une garantie, ce qui justifie le prix qu'on lui fixe. Une proposition unique. Unique en ce sens que ça répond réellement à ses besoins. Et les clients sont beaucoup plus enclins à acheter lorsqu'ils se sentent, ils sentent que c'est personnalisé.
Mais ça dépend de la nature des produits. C'est pour ça que quand on est entrepreneur, on doit savoir dans quel secteur on est en train d'évoluer. Est-ce que c'est de la grande consommation? Si je prends achat du riz, bon, à quoi ça m'apporte de voir qu'on a écrit mon nom sur le sac de riz? Quand on personnalise, bon, ça n'a pas trop d'importance pour moi. Mais je dois avoir la garantie que c'est du bon riz et que ça ne va pas me rendre malade, ainsi de suite. La recherche du client demande de l'investissement, j'en parlais il y a un instant, à ne pas confondre avec un coût. Un coût, c'est une charge, je sais, et je supporte. Mais un investissement, on va y revenir, c'est que j'injecte les ressources pour avoir un retour plus tard. J'injecte les ressources pour avoir un retour plus tard. Je peux gaspiller 20, 30, 50% de mes revenus dans la publicité sans pour autant avoir un retour. Je sais que parmi nous, il y en a qui ont déjà lancé des sponsorings sur Facebook où il y a eu plein de likes, mais in fine, aucun client, pas un seul client n'a demandé à acheter réellement le produit dont on a fait la promotion. Donc, on peut aussi multiplier les exemples. On peut avoir acheté de la publicité sur radio, sur TVT, 200 000, 500 000, 1 million, 10 millions. Mais on ne s'adresse pas à la bonne cible. C'est pour ça qu'il faut optimiser. Alors, pour ça aussi, il faut qu'on arrive à quadriller notre clientèle. Il faut qu'on sache sur qui on va gaspiller notre énergie et sur qui il ne le faut surtout pas. Dans notre base de clients, on a la catégorie A, qui sont ceux qui sont acquis à l'entreprise. C'est-à-dire, ils ont acheté, ils ont fait un premier achat, un deuxième achat, un troisième, ils sont avec nous. Il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 6 mois, ils sont là. Ils sont acquis. Donc, ces personnes, on doit les fidéliser, on doit les traiter au mieux pour qu'ils continuent d'être avec nous. Il y a les basiques où ils ont acheté, ils ont fait un premier, deuxième achat. C'est des clients qu'il faut rendre dans la catégorie A qui est acquis à l'entreprise. Et puis, il y a les clients contraignants. Il y en a, ils viennent, ils achètent petites choses, mais c'est eux qui sont exigeants, c'est eux qui vont vous créer des problèmes, c'est eux qui vont gâter votre image, c'est eux qui viendront faire scandale dans vos locaux, c'est eux qui vont aller sur les réseaux sociaux pour se plaindre, alors que quand on fait même le poids de leurs chiffres, c'est NS, non significatif. Donc, ces clients, on doit pouvoir les connaître. Et quand ils viennent là, on fait tout pour les satisfaire à la mesure de ce qu'ils ont à payer. Et on ne doit pas, en aucun moment, les frustrer ou bien créer une occasion. Je ne vais pas parler de frustrer, mais créer une occasion pour qu'ils nous crient dessus, ce qui va absorber notre énergie. On va faire intervenir le DG, on va faire intervenir tous les directeurs, on va se réunir pour régler son cas. Et ça, c'est de l'énergie gaspillée. Et à la limite, si on peut subtilement se débarrasser de lui, ce serait bien. Et puis, il y a des clients décédés qui sont dead. Et vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire toute la promotion chez eux. Vous pouvez venir vous installer dans leur maison pour leur parler du produit. Ils ne vont jamais acheter. Donc, ceux-là, ce n'est même pas la peine de gaspiller votre énergie. Et pour la petite histoire, de ma remarque, de mes observations, je constate que pour certains produits professionnels, mieux vaut aller sur LinkedIn où il y a des gens qui travaillent déjà, qui ont des pouvoirs d'achat, que d'aller sur Facebook. Tout dépendra de la nature du produit et du pouvoir d'achat attendu. Donc ça, c'est juste une remarque. 2, la vente, il faut toujours optimiser. Donc, j'ai parlé d'optimiser les ressources marketing. Alors, la châssis des affaires, c'est quoi? Les clients, le chiffre d'affaires et le bénéfice. Le bénéfice, on en a longuement parlé. Le chiffre d'affaires, ce n'est quoi? Ce n'est que la multiplication des clients qu'on a pu convaincre par le prix de vente ou le prix de vente et la quantité vendue. C'est ça le chiffre d'affaires. Donc, il faut qu'on arrive à optimiser. Et surtout, il y a 2 leviers pour avoir des recettes. Il y a les contacts, donc cibler notre prospection, cibler notre marketing pour pouvoir les convertir en clients. Donc, à partir du deuxième achat, ils sont des clients et on doit tout faire pour les rendre clients acquis à l'entreprise. Et donc, client égale contact fois taux de conversion. Si on finit notre
communication marketing, il faudrait qu'on fasse le point pour nous dire, bon, aujourd'hui, quel est le taux de conversion de tout ce qu'on a pu atteindre. J'ai dit tout à l'heure, on peut sponsoriser un flyer, un produit sur Facebook. On a 1000, 5000 likes et tout, mais à la fin, zéro taux de conversion. Ça ne sert à rien. Quand